Pop, dans Dialectique de la pop, c'est pas simplement la pop mainstream, c'est pas simplement la pop des charts, c'est la musique populaire enregistrée, la populaire musique, diraient les anglo-saxons, par opposition à une musique traditionnelle et par opposition à une musique savante écrite, mais aussi à une musique savante enregistrée. Donc cette approche globale fait que je distingue la pop comme forme de la pop comme genre. Quand je parle de pop, c'est pas simplement cette pop mélodique basée sur des refrains, un format court qui fait partie de ce sur quoi je réfléchis dans le livre, bien sûr, mais c'est aussi une musique populaire enregistrée qui peut être du blues, qui peut être du hard rock, qui peut être de la techno, du métal. Donc je peux parler de Bowie, je peux parler de Blind Willie McTell, je peux parler d'un chanteur de country ou d'un musicien de musique électronique des années 90. Mon but, c'est d'arriver à ce niveau de lecture qui ne soit pas un tribunal esthétique, qui ne soit pas non plus un surplomb qui met des frontières en disant là c'est pop, là c'est plus pop, mais qui permettent de comprendre en fait de quoi on parle quand on parle de pop. Il y a un rapport évident pour moi entre la philosophie et la pop qui n'est pas le rapport de ce qu'on appelle, sans trop savoir ce que c'est, la pop philosophie. C'est simplement que la pop est un art, comme j'essaie de le montrer dans ce livre, qui a produit, comme la peinture, des tas de croûtes, mais aussi des chefs-d'œuvre et des œuvres tout à fait estimables. La pop, en fait, se pense depuis longtemps, a un rapport réflexif à elle-même, en réalité, depuis très longtemps. Si on lit les chroniques de Dylan, on voit qu'il y a des réflexions d'une grande profondeur sur ce que c'est que l'authenticité, sur ce que l'enregistrement fait au folklore, sur le rapport entre une musique traditionnelle et l'exigence de modernité. Tout ça, ce sont des problématiques. C'est même pas qu'elles sont intellectualisables, elles sont déjà intellectuelles, elles montrent déjà qu'il y a une histoire esthétique. Non seulement la pop se pense, réfléchit sur elle-même, mais elle est aussi pensée depuis longtemps. Il y a des cultural studies depuis les années 70, des réflexions sur la sociologie de la musique, des réflexions par exemple de Philip Tagg, qui est un musicologue anglais qui est passionnant, qui s'est beaucoup penché sur différentes formes de musique populaire, pas seulement de musique populaire enregistrée. Donc il y a un matériau intellectuel en fait qui est très important et qui d'ailleurs a tendance à gonfler aujourd'hui parce qu'on est peut-être dans un moment particulier aussi de l'histoire de cette musique, ça fait un siècle qu'elle existe. Donc quand on parle de lien entre pop et philosophie, Adorno est un petit peu un philosophe incontournable, bien qu'il n'ait cessé de la critiquer, il a le mérite de s'être penché très précisément en fait sur la question, d'avoir étudié des playlists radiophoniques, radiodiffusées, d'avoir discuté l'authenticité du jazz, d'avoir même écrit quelques courts textes sur la notion de tube. Donc c'est un contempteur, hein, c'est-à-dire une figure de mépris de la pop, mais c'est un contempteur absolument curieux et ça en fait un allié idéal pour arriver à penser la complexité de cette musique. La pop comme forme, ce qui permet de l'appréhender, ça va être deux déterminations fondamentales qui sont d'une part l'enregistrement et d'autre part la question du populaire. L'art musical pop, il est fait de plein de choses, il est fait de pochettes de disques, il est fait de concerts, bien sûr, il est fait de fanzines, mais en tant qu'art musical, ce qui le distingue, c'est tout de même ce rapport à la bande ou au home studio, cette médiation qui va faire que tout à coup, c'est une musique qui va absolument travailler son son et tout ce qui va caractériser des productions pop, le travail sur la réverbération, le travail sur le mixage, va complètement assumer cette part essentielle de l'enregistrement. Donc l'enregistrement en pop, il est absolument déterminant au point où, par exemple, ce petit défaut dans la voix du chanteur à tel moment, à 2 minutes 36 de la chanson, va compter comme une caractéristique de l'œuvre. L'interprétation n'est pas détachée, elle est constitutive. La pop, c'est aussi un art fondamental de l'incarnation humaine. Ça mise énormément sur ce que c'est que d'être un individu et particulier. Donc là, c'est vraiment un art musical qui va prendre en compte ce que sont les individus. Donc bien sûr que le live a une valeur absolument décisive, mais en fait ça intervient dès la captation dans l'enregistrement. Et le live, là ce qui m'intéresse, c'est pas tant de dire est-ce que c'est plus important ou plus intéressant ou plus beau, c'est de se demander où est l'œuvre. Et si je me demande où est l'œuvre, elle est dans le disque et
le live est plutôt une reproduction de cette œuvre. D'ailleurs, on amplifie les concerts quand on fait de la pop. Donc on a besoin de repasser par ce médium qui est finalement un médium d'ordre phonographique. On a besoin de repasser par des enceintes, on a besoin de repasser par l'amplification. Pourquoi ? Pour se rapprocher du son de l'enregistrement. Les œuvres de musique populaire enregistrées sont des œuvres qui sont essentiellement des enregistrements. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Et la condition complémentaire pour déterminer ça, c'est ce rapport à ce que j'ai défini comme l'idéal de la popularité, voire plus comme l'utopie de la popularité. L'idéal de la popularité dans la pop, c'est l'idéal d'une musique qui serait à la fois juste, bonne, belle, tout ce qu'on veut, mais accessible. Pas une musique justement difficile qui se refuserait à l'écoute. Et d'une certaine manière, la promesse pop, c'est une promesse pratiquement d'ordre politique, d'ordre anthropologique, c'est l'idéal d'une musique qui serait juste, belle, tout ce qu'on veut, réelle en tout cas, authentique, mais qui serait facile, qui serait accessible, qui n'exclurait pas certains auditeurs. Pour un philosophe comme Adorno, l'avènement de la musique populaire enregistrée ne passe pas parce qu'il conteste une idée de l'œuvre musicale qui est d'abord l'œuvre écrite, et il semble intégrer en fait un régime qui pour Adorno est complètement antithétique avec le régime d'existence, le mode d'existence des œuvres qu'il idéalise tout en le critiquant, qui est le régime de la communication. C'est-à-dire que tout à coup, entre un jingle et une chanson, pour Adorno, il n'y a pas grande différence. Une chanson populaire diffusée sur les ondes dans les années 40. Mais son problème, c'est que Beethoven, il est aussi enregistré dans les années 40, il est aussi diffusé à la radio. Et une des grandes angoisses d'Adorno, c'est de se dire je crains qu'en fait nous écoutions Beethoven comme de la musique de divertissement. Et là, il comprend qu'en fait tout le problème, c'est celui de l'écoute. Qu'en réalité, on ne peut pas tant découper entre les œuvres, absolument, on n'y arrive pas, parce que finalement, toutes les œuvres peuvent être traitées comme des jingles. Donc il y a une sorte de vulnérabilité absolue de la musique qui est ramenée à voilà, cette musique de fond, cette chose banalisée qu'on entend partout et à laquelle on peut se rapporter d'une manière plus que désacralisée, quoi, carrément instrumentalisée. Comment faire en sorte que ce qui mérite, que ce qui a une grande valeur, suscite une écoute d'une grande attention. En réalité, je traite Adorno de hater hyperbolique. Il y a des haters adorniens partout sur les forums d'amateurs de pop. Certes, c'est une musique qui porte en elle un certain idéal de la réconciliation, mais comme toute musique qui porte en elle une forme d'utopie, elle a aussi conscience de sa déformation dystopique. Donc la critique en pop, elle est constante. Tout ça pour dire que le rapport à l'utopie de la popularité n'empêche pas, de manière dialectique, une écoute critique et un rapport qui est fondamentalement polémique au hit et à ce qu'on nous impose. Et c'est ça la dialectique de la pop.